Madame, Monsieur, bonsoir. Confirmation du séisme politique annoncé après le renoncement de Jacques Delors. À gauche, la peur du vide et la nécessité de trouver un nouveau candidat. Et à droite, le risque du trop-plein. Le nom de Jacques Delors aiguise les appétits. Nous consacrerons une large part du journal à la politique avec sur le plateau le communiste Robert Hue et l'UDF Charles Million. Et également la sortie d'un premier sondage réalisé dans la journée. Également dans l'actualité, le suicide d'un gendarme. Il avait été mis en examen dans l'affaire des écoutes téléphoniques de l'ancienne cellule antiterroriste de l'Elysée. La 10e campagne des Restaurants du Cœur, elle commence aujourd'hui. Et à l'étranger, les premiers combats dans la République séparatiste de Tchétchénie, combats contre l'armée russe envoyée par Boris Yeltsin, et également les difficultés des casques bleus à Sarajevo. Le nom irrévocable de Jacques Delors a donc agité toute la journée les états-majors politiques. Nous allons y revenir longuement. Toutes les stratégies dans la perspective de l'élection présidentielle sont modifiées. Je vous propose pour commencer d'écouter la profonde désillusion des militants de base socialistes qui avaient placé en Jacques Delors tous leurs espoirs. Chantal Quimerlin et Christian Leroux dans une fédération de l'Essonne. Jusqu'à dimanche 19h40, elle a cru, elle, militante socialiste, que Jacques Delors allait dire oui. Et puis finalement, la réponse, une réponse négative, et je me suis sentie vraiment très mal. J'ai pas pu m'empêcher de crier un non dans ma chambre, ce qui m'a semblé a posteriori un peu puéril, mais c'était vraiment, c'est venu du fond du cœur. C'était le silence, quoi. Je me suis tu. On était plusieurs à écouter donc l'émission, et ça a été pendant quelques instants le silence total dans la pièce, quoi. La très très grosse déception. Enfin, c'était la douche froide. Et depuis hier soir, on ne cesse d'appeler la section socialiste. Militants, sympathisants disent leur désarroi, leur déception. Le sentiment d'abandon est général. Oui. Donc comme moi, tu pensais qu'après les premières minutes de son interview, qu'il allait être candidat, quoi. Ah ouais, complètement. J'étais le coup de barre, ça a été l'horreur. Mais si l'on est déçu, on n'accuse pas pour autant Jacques Delors d'avoir trahi ou laissé tomber le Parti socialiste. Laisser tomber, c'est un bien grand mot, il ne faut pas exagérer. Je veux dire, au contraire, je pense que pas mal de gens commencent à saluer sa décision. Parce qu'effectivement, c'est peut-être plus courageux de ne pas se présenter que de se présenter, surtout quand on a de grandes chances de l'emporter. Les militants, c'est bien connu, ont du ressort et savent dépasser les échecs. Ils se posent déjà ce soir des questions sur leur avenir. Est-ce que nous allons rester dans la lignée de Jacques Delors ? Quel candidat, mais surtout avec quelles alliances? Et si on se pose la question de quelles alliances, va-t-on être capable de répondre à une telle question sans se déchirer quelques mois avant la présidentielle? Quel candidat et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire surtout? C'est une femme que vous voulez? Oui, pourquoi pas après tout. Oui, après tout, ça me changerait, ça me ferait du bien. Après la déception Jacques Delors, les militants du PS attendent donc maintenant janvier pour connaître le nom du candidat officiel de leur parti. Quant à Jacques Delors, il a repris ce matin le chemin de Bruxelles. Il est pour quelques jours encore président de la Commission européenne. Jacques Delors qui, pour l'instant, ne veut plus entendre parler de l'élection présidentielle. Je dis tout ce que j'avais à dire hier soir. Je suis maintenant tout à mon travail et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'était laconique. Cette décision a beaucoup surpris. Il est rare en politique, lorsque le vent est aussi favorable, de voir un candidat renoncer. Un premier sondage réalisé par BVA analyse aujourd'hui la réaction des Français. Jean-Michel Mercurol. 41% des Français seulement regrettent le retrait de Jacques Delors de la course présidentielle. Voilà qui infirme le crédit qu'il obtenait jusqu'ici dans l'ensemble de l'opinion. Seuls les sympathisants socialistes forment une majorité pour déplorer sa décision. 80% des personnes interrogées ont été convaincues par les raisons personnelles, 73% par les raisons politiques, invoquées par Jacques Delors pour expliquer son attitude. Et 54% des Français pensent qu'il n'aurait pas eu de majorité parlementaire pour gouverner s'il avait été élu. Les chances de la gauche de gagner la présidentielle sont désormais perdues pour 68% des Français. Enfin, parmi les personnalités susceptibles de représenter les socialistes, c'est Jack Lang qui arrive en tête pour l'ensemble des Français, mais aussi pour les sympathisants socialistes, devant Michel Rocard, Martine Aubry et Pierre Mauroy. Depuis hier soir, les socialistes ont beaucoup de mal à cacher leur profonde déception, on l'a vu avec les militants, et s'ils comprennent les raisons personnelles de Jacques Delors, les responsables du PS réfutent les arguments politiques, et derrière la désillusion pointe l'incompréhension. La réaction des responsables socialistes avec Guylaine Chenu, Michel Levasseur et Maryse Richard. Le Parti socialiste rassemblé derrière Jacques Delors, c'était il y a 3 semaines au congrès de Liévin.
L'espoir d'une victoire en 1995 avait de nouveau fait rêver tous ces militants habitués aux défaites. Aujourd'hui, les socialistes semblent se réveiller en plein cauchemar, avec tristesse et parfois amertume. C'est une bonne partie des Français qui l'a déçu, parce que d'une certaine façon, sa présence dans la campagne présidentielle allait assainir la vie politique. Les Français qui auraient choisi Jacques Delors au moment d'une élection présidentielle lui auraient donné les moyens de gouverner. Donc je ne comprends pas. Je pense que Jacques Delors n'a pas mesuré, peut-être là est-il trop coupé des réalités politiques du quotidien. Il n'a pas mesuré le choc formidable de son élection à la présidence de la République. Les raisons personnelles du choix de Jacques Delors, personne ne les conteste. Ce que l'on critique, ce sont les explications politiques. Ce refus est d'autant plus cruel pour le Parti socialiste qu'il le ramène à la réalité de sa force politique. La gauche sans Jacques Delors retrouve un étiage qui est beaucoup plus bas. Je crois qu'il va falloir réfléchir beaucoup à cela et constater que ce sont les idées que porte Jacques Delors qui recevaient l'assentiment des Français et pas obligatoirement les idées que les différents partis de gauche ou différentes composantes de la gauche essayent de produire. C'est aussi l'architecture du Parti socialiste qui risque d'être ébranlée. Henri Emmanuelli venait de nommer une nouvelle direction issue d'une ligne très à gauche, tout en préservant une ouverture aux deloristes plus modérés. Et pour eux, pas question aujourd'hui de changer de cap. Je crois que pour gagner l'élection présidentielle, il faut avoir un projet, et que ce projet, c'est celui qu'a développé largement Jacques Delors, à tel point qu'il avait réussi, au moins dans les sondages, à gagner une majorité de Français autour de ses idées. À Henri Emmanuelli maintenant de gérer cette désillusion ainsi que la fragile unité de son parti. Le risque, c'est le réveil des querelles et des ambitions personnelles pour la désignation du candidat. Précisément, désormais à gauche, la question est donc très simple. Qui à la place de Jacques Delors? On vient de voir rapidement dans le sondage BVA pour France 2 et Paris Match la préférence pour l'instant des Français. Avant la convention extraordinaire annoncée pour le mois de janvier, on en est réduit aux hypothèses que nous résume Roland Sicard. Depuis plusieurs années, au PS, tout le monde l'avait admis, il n'y avait que deux candidats possibles pour l'Élysée, Jacques Delors et Michel Rocard. Jacques Delors a dit non, et Michel Rocard a déjà prévenu, il ne jouera pas les sauveurs pour un PS qu'il a mis à la porte sans ménagement il y a 6 mois. Alors, le recours pourrait peut-être venir de Jack Lang, l'ancien ministre est populaire, 35% des sympathisants de gauche le verraient bien remplacer Delors. L'ennui, c'est que son style ne plaît pas à tout le monde au Parti socialiste. Beaucoup lui préféreraient un homme comme Pierre Mauroy, Premier ministre de l'Union de la gauche, une candidature qui prendrait valeur de symbole. Henri Emmanuelli pourrait également être amené à se dévouer pour défendre le coup de barre à gauche qu'il a donné au PS depuis 6 mois. Ses adversaires, en tout cas, l'attendent au tournant. Quant à Laurent Fabius ou Martine Aubry, leurs noms sont parfois cités, mais plutôt pour la prochaine échéance en 2002. En tout cas, sans Jacques Delors comme candidat, les socialistes devront se méfier de Bernard Tapie. L'ancien patron de l'OM pourrait dès demain se décider à y aller. Aux européennes, la candidature Tapie avait déjà produit son effet. Bernard Tapie, donc précisément, qui sera demain soir à partir de 20h15 sur ce plateau. Invité d'une édition spéciale, il répondra aux questions d'Arlette Chabot et Alain Duhamel. Robert Hue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat déclaré du Parti communiste à la prochaine élection présidentielle. Apparemment, le Parti communiste n'a pas été bouleversé par le renoncement de Jacques Delors. Oh, je dois dire que je respecte la décision de Jacques Delors. Les raisons personnelles qu'il a avancées sont tout à fait respectables et je trouve même qu'il y a une certaine dignité dans la façon dont il a dit les choses. Je le dis d'autant plus que moi-même, la semaine dernière, j'ai été très net sur sa politique que je ne partage pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé à gauche? Qu'est-ce qui s'est passé au Parti socialiste? Il y a eu l'échec de 1993, précisément parce que le Parti socialiste n'avait pas, dans la période précédente, mis en œuvre une politique de gauche. Il y a eu recherche d'un nouveau type de recomposition politique. Jacques Delors l'a dit hier. Il a dit, oui, j'imaginais une recomposition politique avec la droite centriste. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ça a échoué. Il faut prendre ses responsabilités dans la situation nouvelle qui est posée aujourd'hui. Vous considérez que c'est une chance pour vous? Je considère, en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que dans la situation présente, il y a des millions d'hommes et de femmes qui sont certainement dans l'inquiétude de gauche et qui disent il faut trouver une solution. Moi, je mets ma candidature à la disposition de l'effort qu'il faut faire aujourd'hui pour construire un nouveau projet politique à gauche.
L'union est à construire dans ce pays pour apporter les changements nécessaires. Pas l'union sur n'importe quoi, l'union sur des choix sociaux, politiques qui correspondent à la gauche, pour que la gauche soit bien à gauche, et donc je m'inscris dans cette démarche. Ma candidature, elle est au service de ces millions de gens qui veulent effectivement une vraie politique de gauche. Il y a un espoir, je crois, à présenter aux Français, à proposer aux Français. Il y a quelque chose à construire à gauche, vraiment à gauche, et je m'inscris dans cette démarche. Si le candidat qui est choisi au mois de janvier par le Parti socialiste tient précisément un discours très à gauche, si c'est par exemple Henri Emmanuel, est-ce que ça ne risque pas de vous gêner aux entournures? Mais je crois que tout ce qui contribuera à faire avancer la gauche dans ce pays va dans le bon sens. Mais pour le moment, ce que je sais du Parti socialiste, c'est ce qu'il vient de dire à son congrès. Je le regrette, mais il ne prend pas en compte ce qui a conduit à son échec en 1993. Dans la période qui a précédé, quand il était au gouvernement, il n'a pas rompu avec précisément la droite et les choix de droite, les choix de l'argent roi. Et donc dans ces conditions, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il tire les enseignements de son échec. Par ailleurs, sur Maastricht, on sait bien qu'on n'est pas d'accord. Donc si vous voulez, je m'inscris dans une démarche de construction politique à gauche, mais où on dise les choses aux Français. Il faut faire appel aux Français, aux citoyens eux-mêmes pour qu'ils participent à ce grand débat. Moi, par exemple, vous savez que je fais des propositions pour les 1000 francs d'augmentation pour les salaires inférieurs à 15 000 francs dans ce pays. Je dis, il y a les moyens, avec les profits qui ont été faits, de financer cette proposition. Par exemple, il faut qu'il y ait le débat sur cette question. Voilà, il faut donc les Français doivent savoir qu'avec ma candidature, celle du candidat communiste, il y a la possibilité de faire avancer une nouvelle construction à gauche. En tous les cas, j'y suis prêt. L'un des enjeux sera d'être présent pour le candidat de gauche au deuxième tour. Jean-Pierre Chevènement propose dès aujourd'hui, lance un appel pour une candidature unique de la gauche dès le premier tour pour justement avoir une chance d'être présent au second tour. Mais c'est pas la gauche, elle est pluraliste, la gauche. Il y a des grandes familles politiques à gauche. Il y a le Parti communiste, le Parti socialiste, les radicaux. Il faut une démarche pluraliste. D'ailleurs, à chaque fois que la gauche a eu un candidat unique, elle a perdu en 65 et en 74. Donc non, je crois que le caractère pluriel de la gauche, il faut le respecter. Mais plus le Parti communiste sera influent dans cette gauche, meilleures seront les conditions de la reconstruction nécessaire, de la construction politique nécessaire de cette gauche. D'un mot aussi, c'est Bernard Tapie qui est le mieux placé, le candidat de gauche le mieux placé à la fin du premier tour. Vous le soutenez ou pas? On me demande de prendre position en permanence sur des choses sur lesquelles les choses ne sont pas engagées. Ça fait un mois qu'on me demande si au deuxième tour je soutiendrai Jacques Delors. Il n'est plus candidat. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre position par rapport à Bernard Tapie. Même par principe. Demain, si Bernard Tapie annonce sa candidature, je vous donnerai mon sentiment. Mais là, aujourd'hui, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Robert Hue. Oui. Merci. Si à gauche, c'est en quelque sorte la peur du vide, le risque à droite, c'est désormais le trop-plein de candidats. Jacques Delors faisait figure d'épouvantail. Son renoncement bouleverse les stratégies et aiguise les appétits. Jean-Baptiste Prédaly et Carole Comon. Jacques Delors s'efface du jeu présidentiel. À l'hôtel Matignon, on enregistre. Ce matin, c'était la routine. Et le Premier ministre prenait bien soin d'afficher sa sérénité. Que pensez-vous de la décision annoncée de M. Delors? Et pour peu qu'on insiste, pour tout vous dire, je m'en doutais, ce sera le seul commentaire d'Édouard Balladur. Aucun commentaire en revanche, presque à la même heure, pour le seul candidat déclaré de la majorité. Jacques Chirac remettait les grands prix de la ville de Paris. Lui en est resté là. Demain, Édouard Balladur devrait être conscient que se présenter, ce serait se présenter contre Jacques Chirac. Je pense que le Premier ministre bénéficiera beaucoup plus que Jacques Chirac du retrait de M. Delors. Chaque camp s'empresse donc d'analyser à son avantage le refus de Jacques Delors, tandis que d'autres préfèrent déjà se plonger dans des réflexions un peu plus tactiques. J'ai entendu en particulier, ça m'a fait bondir, que du fait de la défection de Jacques Delors, l'élection allait se gagner au centre, plus que jamais. Non, l'élection présidentielle, elle se gagne partout. Elle se gagne au centre, à gauche, à droite, que sais-je. Chacun se détermine en son âme et conscience, comme il l'a dit lui-même. Partant de là, ensuite, chacun se détermine aussi, voilà. Certains disent que ça va être la foire d'empoigne. Foire d'empoigne à droite ou un espace qui s'ouvre tout à coup, à l'UDF, certains trouvent une nouvelle justification à une candidature UDF. Il est nécessaire que l'UDF s'exprime dans cette campagne électorale, que l'UDF défende ses idées et contribue ainsi à la victoire de l'Union. Nouvel espace pour l'UDF, mais aussi pour d'autres candidats éventuels.
Le trop-plein à droite, c'est peut-être là que réside ce soir le dernier espoir de la gauche. Charles Millon, bonsoir. Vous êtes le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale et déjà candidat potentiel de l'UDF. Vous craignez, vous aussi, que la bagarre à droite se résume à un duel entre Édouard Balladur et Jacques Chirac? Non, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Robert Hue il y a quelques instants. Il a justifié la pluralité de candidatures et il a rappelé que dans les institutions de la Ve République, il n'y a pas de candidat unique. Or, il serait pour le moins paradoxal qu'à l'occasion de ces élections, le débat présidentiel se réduise à un débat entre deux candidats issus du RPR. C'est la raison pour laquelle je crois que l'UDF a un rôle majeur à jouer, car jamais une candidature libérale, européenne et sociale n'a paru aussi évidente. Est-ce que vous restez aujourd'hui candidat ou vous considérez, dans la mesure où des appétits peuvent précisément s'aiguiser, comme on le disait, vous laissez la main? Mais j'étais très clair, vous savez, lorsque j'ai fait ma déclaration, j'ai dit si Valéry Giscard d'Estaing ou René Mounoury ne se présentent pas, je serai candidat, je n'enlève rien, je ne rajoute rien. Raymond Barre? Ah ben bien sûr, mais vous savez, Raymond Barre, j'ai des liens d'amitié, j'allais presque dire de fidélité avec Raymond Barre. Si Raymond Barre juge qu'il doit être présent dans cette compétition présidentielle, je m'effacerai dans la minute, il le sait bien. Mais lequel vous soutenez alors? Valéry Giscard d'Estaing, René Mounoury, Raymond Barre? Je soutiens... Parce que ça fait beaucoup de monde. Non, non, attendez, je soutiens le candidat qui défendra les conceptions européennes, libérales et sociales qui ont motivé leur engagement politique et mon engagement politique. Et les conceptions Car je crois effectivement qu'aujourd'hui, les thèmes qui vont dominer cette campagne électorale sont des thèmes qui vont toucher à la construction européenne, à l'intégrité et à l'impartialité de l'État, et enfin et surtout à l'emploi, à la cohésion sociale, à la lutte contre l'exclusion, et que ce sont les thèmes fondateurs de ce courant européen, libéral et social. Mais vous êtes très éloigné des thèses d'Édouard Balladur dans ce domaine, ou c'est finalement une histoire de parti RPR, UDF? Oh non, ce n'est pas du tout une histoire de parti RPR, UDF, mais sur la construction européenne, je souhaite qu'il y ait un débat, car je ne crois pas qu'aujourd'hui nos conceptions soient totalement identiques à la lecture de l'article qu'il a écrit dans Le Monde. Sur le problème des réformes, je crois que nous avons une conception un peu différente sur le rythme des réformes, sur la nécessité de réformes dans un certain nombre de domaines. Et je crois que les Français méritent le débat. Vous savez, une élection présidentielle, c'est quoi? C'est le débat, puis ensuite le choix. Alors je ne vois pas pourquoi on supprimerait et le débat et le choix en mettant un candidat unique. Merci beaucoup, Charles Millon. Pour terminer ce long dossier, la mauvaise réaction des marchés financiers. Le franc français a eu un accès de faiblesse face aux marques après la décision de Jacques Delors. Et chez nos voisins anglais et allemands, les sentiments sont très partagés selon l'idée que l'on se fait de l'Europe, sourire en Grande-Bretagne et larmes en Allemagne. Correspondance de Bernard Lebrun et Bruno Alba. Un ouf de soulagement ont réagi dès hier soir les Britanniques, ces enfants terribles de l'Union européenne. Et il est vrai que la minorité très active, très puissante des eurosceptiques ici à Westminster voyait d'un très mauvais œil la candidature à l'Elysée de l'ancien président de la Commission européenne. L'événement est néanmoins salué à sa juste valeur, l'ensemble des journaux titrant à leur manière sur la révérence de Jacques Delors. À droite, le Daily Telegraph écrit que réaliste, M. Delors abandonne après avoir calculé qu'il ne pourrait pas gagner. Et de conclure, c'est Delors que l'électorat français voulait, pas les socialistes. Le Financial Times considère désormais hautement probable l'élection d'un président conservateur. Au centre, The Independent juge que Delors a sacrifié son ambition pour éviter de diviser la France. Enfin, côté travailliste, le Guardian salue en Jacques Delors le doute et la sincérité, traits de personnalité peu répandus dans la classe politique. De Bonn à Berlin, la décision de Jacques Delors, l'Européen, était attendue. Il jouit ici d'un véritable capital de sympathie, tout comme ses idées. Non-ingérence oblige, il n'y a pas eu de commentaires politiques, mais la décision de M. Delors figure à la une de la plupart des journaux allemands. Le Frankfurter Allgemeine rend compte des raisons avancées hier soir par M. Delors, tout comme Die Welt, qui souligne la déception des socialistes français. À Bonn, le Generalanzeiger estime que le rêve est fini pour le PS. Mais à Berlin, le Tagesspiegel affirme que les idées de Jacques Delors seront malgré tout au centre de la campagne électorale. Helmut Kohl n'a rien dit, ou plutôt si, samedi à Essen, en déclarant qu'il respecterait la décision de son ami. C'était fait rarissime après l'avoir tutoyé dans un éloge public, et c'est suffisant pour savoir que le chancelier a sans doute eu hier soir un petit pincement au cœur.
Voilà donc pour ce dossier politique avec, je vous le rappelle, le rendez-vous de demain soir. Bernard Tapie, invité d'une édition spéciale de la rédaction de France 2 à partir de 20h15. Dans l'actualité, toujours en France maintenant, l'affaire des écoutes téléphoniques de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Elle a pris un tour particulièrement dramatique ce matin. L'une des 5 personnes mises en examen, un capitaine de gendarmerie à la retraite, s'est pendu dans son garage. Michel Fine et André Issora. Dans sa petite maison de Noisy-le-Grand, c'est son gendre qui a découvert le corps de Pierre-Yves Guézou ce matin, pendu dans l'appentis. Cet ancien capitaine de gendarmerie à la retraite n'a pas laissé de lettres pour expliquer son geste, mais son entourage le disait dépressif. Pierre-Yves Guézou était un ancien de la cellule antiterroriste de l'Élysée, un simple exécutant, dit-on, dont le rôle consistait à transcrire les comptes rendus d'écoutes téléphoniques. En pleine polémique sur l'affaire des Irlandais de Vincennes, la cellule de l'Élysée s'était arrogé le droit de placer sur écoute des journalistes, des avocats, diverses personnalités. En 1992, le quotidien Libération révèle l'affaire. Une enquête est ouverte pour atteinte à la vie privée. L'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, Gilles Ménage, l'ancien chef de la cellule de l'Élysée, Christian Proutot, mais aussi Pierre-Yves Guézou, sont mis en examen. Le capitaine Baril, ancien membre lui aussi de la cellule, s'est dit abasourdi par le suicide de Pierre-Yves Guézou. Je crois que Guézou avait été abandonné par ceux qui l'avaient poussé en avant et qu'il s'est trouvé seul, lâché, à la retraite et qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait puisque lui, il avait servi l'État et surtout un chef d'État qu'il connaissait bien. Après l'affaire des Irlandais de Vincennes, celle des écoutes téléphoniques occultes, le bilan de la cellule élyséenne est plus marqué par les échecs que par les succès. Un bilan que vient aujourd'hui alourdir tristement le suicide de l'un de ses membres. Une explosion très violente cet après-midi dans les usines du GIAT à Tarbes où l'on fabrique des munitions pour équiper l'armée française. Explosion inexpliquée pour l'instant dans laquelle 3 personnes ont été tuées. Et puis on apprend que le chauffeur du camion fou en Andorre, qui a fait, je vous le rappelle, 9 morts et une 50aine de blessés la semaine dernière, avait été arrêté quelques heures avant l'accident par des gendarmes dans l'Ariège. Il n'avait pu présenter le certificat de contrôle technique du tracteur de son camion. Au lieu de se rendre immédiatement dans un centre de contrôle technique, il a poursuivi sa route et provoqué le terrible accident que l'on connaît. Un immense clin d'œil à Coluche maintenant, inventeur il y a 10 ans des restaurants du cœur. L'opération est bien sûr renouvelée cette année. Elle a commencé aujourd'hui dans plusieurs régions de France. Elle commencera demain à Paris. Au total, 43 millions de repas seront servis pendant l'hiver à 500 000 personnes démunies. Les Restos du Cœur qui sont chaque année le baromètre des difficultés dans notre pays, une pauvreté grandissante dans certaines couches de la population et notamment chez les jeunes femmes qui vivent seules. Marc Maisonneuve et Alain Saint ont rencontré l'une d'entre elles. Sandrine le dit souvent, mes enfants, c'est ma seule richesse. À 31 ans, elle élève seule ses 5 enfants. Avec les allocations familiales et l'aide au logement, elle a 6 000 francs par mois pour vivre. Avec ça, elle n'y arrive pas. Pour elle, les Restos du Cœur, c'est l'indispensable, le quotidien. Alors ensuite, la carte de sécurité sociale. Mais elle est plus valable à la fin du mois. Oui, bon, enfin ça, il la renouvelle systématiquement, donc c'est pas très grave. Non, parce qu'après, il faut que je m'inscrive au RMI. Ah. Oui. Tous les ans, il y a de plus en plus de RMistes, de plus en plus de chômeurs, et de personnes seules. Demain, Sandrine ira chercher ici ses provisions, un des 600 repas distribués jusqu'au mois de février. Pour elle, une manière d'économiser, sou après sou, sur le budget de la nourriture de ses enfants. Disons qu'ils ont à manger, peut-être pas toujours un dessert, c'est vrai, parce que ne serait-ce que les yaourts, 15 francs, ou alors... donc je fais souvent, c'est de la semoule, c'est des petits paquets de semoule à 5 francs, et j'en fais une grosse gamelle, ils adorent ça. Sandrine n'a pas honte d'aller au Restaurant du Cœur. Ce sont les enfants d'abord, même si elle ne peut leur donner ce superflu que les petits réclament comme les autres. En ce moment, moi j'ai un enfant de 8 ans qui me dit « Maman, quand est-ce qu'on va aller voir le Roi Léon ?» Le Roi Lion. Parce que tous les enfants de sa classe ont été voir le Roi Lion. Mais une place de cinéma, ça vaut 45 francs. Multiplié par 5, parce que je vois pas pourquoi j'en aurais qu'un qui irait et pas les autres. Donc, si tout le monde y va, ça chiffre énormément. Donc, c'est toujours un steak en moins ou des yaourts. Ou... Ou. Il y a beaucoup de ou quand on ne peut pas tout avoir. Son intérieur est soigné, ses enfants irréprochables. Cette mère de famille se prive pour cela. Elle est là, sa fierté.
L'indice de l'INSEE concernant les prix tombe lui froidement tous les mois. Les prix sont restés stables au mois de novembre par rapport au mois d'octobre. Sur les 12 derniers mois, la hausse des prix en France est de 1,6%. La grogne et la grève des employés de la CEITA. Le gouvernement parle d'une privatisation de l'entreprise l'année prochaine si les conditions du marché sont réunies. Un projet qui inquiète les salariés bien sûr, mais aussi les planteurs de tabac. Ils sont près d'1 millier en Aquitaine. Reportage à Tonneins de François Privat et Philippe Dumail. L'Aquitaine doit vivre avec la CEITA. Salariés de la CEITA et producteurs de tabac dans les rues de Tonneins. 700 manifestants pour dire non à une privatisation, probablement synonyme de fermeture de l'usine lot-et-garonnaise. Si nous sommes privatisés, on peut craindre que les repreneurs concentrent la fabrication sur uniquement certaines usines qui sont plus modernes que la nôtre, ce qui mettrait en danger bien sûr les 500 emplois de Tonneins. Et que Tonneins pourrait disparaître. Tonneins malheureusement pourrait disparaître, ce qui serait un drame pour l'économie locale et régionale. Implantée à Tonneins après la guerre, cette unité de la CEITA fait vivre indirectement un bon millier de tabaculteurs. C'est sûr que si l'unité de Tonneins disparaît, les planteurs de tabac, dans un avenir très bref, peuvent aussi disparaître. Pour que nous puissions continuer à exister, c'est vrai qu'il faut que les pouvoirs publics veuillent que les planteurs de tabac existent encore en France demain. Tabaculteur, installé depuis 1986 dans la région de Marmande, Guy Harpoulet affronte de plein fouet l'effondrement des ventes du tabac brun. Les gens travaillent à une main-d'œuvre familiale, mes parents et ma femme et puis moi. Nous gagnons à peu près le RMI. Il faut serrer tous les boulons, tous les investissements sont bloqués. Si la CEITA ferme, que se passe-t-il? Là, c'est la catastrophe, quoi. Pour la tabaculture du Lot-et-Garonne et même de l'Aquitaine et même au niveau national, quoi. Ce Tonneins est quand même un des sites les plus importants de la CEITA. L'avenir de l'industrie du tabac en Lot-et-Garonne passe donc par le maintien en activité de l'usine de Tonneins. Désormais, la balle est dans le camp des futurs actionnaires de la CEITA. Dernière information économique, elle concerne la concurrence que se livrent les compagnies aériennes. À partir du 2 janvier, on le savait déjà, d'autres compagnies Cair Inter desserviront depuis Orly, Marseille et Toulouse. Les heureux élus ont été désignés aujourd'hui. Léo Lamberton. C'est donc lui le grand vainqueur, Michel Marchais, le PDG de TAT. Non, rien du tout. L'homme est un fonceur. Après des mois de bataille avec le gouvernement français, TAT a gagné. À partir du 2 janvier prochain, ces avions assureront des liaisons entre Orly-Marseille et Orly-Toulouse. C'est un concurrent de poids qui attaque Cair Inter sur ses 2 lignes les plus rentables. Car derrière TAT se cache l'imposante compagnie britannique British Airways. Le concurrent inquiète d'autant plus qu'il n'a toujours pas dévoilé son plan de bataille. Mais TAT ne sera pas seul à couper les ailes d'Air Inter. AOM exploitera elle aussi à partir du 2 janvier Orly-Marseille. La compagnie appliquera la même stratégie que ce qu'elle fait déjà sur Orly-Nice, à savoir pas de guerre des tarifs, mais une meilleure qualité de service. Sur Orly-Toulouse, Air Liberté a été choisie. Air Liberté qui annonce, elle, des prix 20% moins chers que ceux d'Air Inter. Le ciel français s'ouvre donc à la concurrence. Et ce ne sera pas forcément un ciel dégagé. L'expérience l'a prouvé, à être trop nombreuses sur la ligne de départ, les compagnies peuvent se retrouver toutes déficitaires à l'arrivée. L'actualité internationale maintenant avec des combats en Tchétchénie depuis ce matin, les premiers combats depuis la décision du président russe Boris Yeltsin d'intervenir militairement dans cette république séparatiste. Combat très violent, lance-roquettes tchétchènes contre hélicoptères russes, sous les yeux de nos envoyés spéciaux Dominique Derda et Jean-François Bernigo. La bataille de Grozny est imminente, c'est du moins ce que pensent les défenseurs de la capitale qui installent leurs mitrailleuses sur les balcons et les toits. Les Russes ne seraient qu'à une quarantaine de kilomètres. Grozny, depuis plusieurs semaines déjà, se prépare au combat. L'indépendance de cette petite république du Caucase n'a jamais été reconnue par Moscou. Après 3 ans de blocus économique et 2 ultimatums, les chars russes sont en marche depuis hier. Ici, chacun le sait, le prix de l'indépendance sera peut-être celui du sang. À la frontière avec l'Ingouchie voisine, pas le moindre blindé en vue pour le moment. Leurs moyens, souvent paraissent dérisoires face à une véritable armada, mais les Tchétchènes se disent tous prêts à mourir pour défendre leur liberté. Notre première arme, c'est Dieu. Il nous a adressé un message, et c'est grâce à Dieu qu'au fond de nos âmes, nous pensons pouvoir gagner. Il faut avoir la foi pour croire en la victoire. Ces femmes, elles aussi, ont pris les armes et enseigné à leurs enfants les traditions guerrières de ce peuple des montagnes.
Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour mériter ça? Nous vivons en paix dans nos villages et nous n'embêtons personne. Face à la détermination de ces hommes et de ces femmes, certains soldats russes ont apparemment bien du mal à remplir leur mission. Encerclés par la foule, les hommes de cette section ont préféré se rendre plutôt que de faire usage de leurs armes. Mais l'offensive russe continue. Comme pour narguer les irréductibles tchétchènes, des hélicoptères survolent les alentours de la ville et viennent constater l'étendue des dégâts. 4 avions de chasse en début d'après-midi ont bombardé une raffinerie. Le gaz brûlera encore longtemps, mais il n'y en aura sans doute bientôt plus dans les maisons. Sur les collines avoisinantes, les premières lignes de défense guettent un ennemi aussi puissant qu'invisible. Combien de temps tiendraient ces hommes face à l'aviation, l'artillerie, les blindés de l'une des plus puissantes armées du monde? Difficile à dire. Ils sont ici chez eux et vendront cher la terre de leurs ancêtres. Si les bombardements russes ont pour but d'effrayer la population, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effet est plutôt inverse. Le général Doudaïev, dont la cote était en baisse ces derniers temps dans l'opinion, est en passe de devenir une sorte de héros national. Et certains de ses adversaires se sont même déclarés prêts à prendre les armes pour combattre les Russes si ceux-ci tentaient de conquérir la Tchétchénie. Puis en Bosnie, les casques bleus de Sarajevo étaient privés d'essence depuis plus de 2 jours. Eh bien, les Serbes ont fait un geste aujourd'hui. Ils ont laissé passer le convoi de ravitaillement. Envoyés spéciaux Laurent Boussier et Philippe Deslandes. Dernier point de contrôle, dernière vérification des miliciens serbes. Après 3 jours de blocage, de tension, de négociation, ils ont enfin laissé entrer dans Sarajevo les 6 citernes de carburant qu'ils retenaient par la force à Ilidža, un faubourg de la capitale bosnienne. Pour ces soldats français, c'est la fin d'une épreuve. Pendant 3 jours, encerclés par des Serbes, ils n'ont pratiquement pas dormi, gardant les armes à la main, ce carburant tant attendu dans Sarajevo. 30 000 litres de carburant, ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins, mais pour les responsables des casques bleus, cette fin de blocage peut être interprétée comme un signe positif. C'est un petit point positif, ce n'est qu'une goutte d'eau dans nos besoins. Je suis particulièrement heureux de récupérer les 19 soldats qui pendant 2 nuits et 3 jours étaient bloqués. Mais il faut que la négociation continue. Il semble que les Serbes ne l'entendent pas de cette oreille. Non seulement ils ne rendent pas les 28 000 litres de carburant volés hier à un convoi danois, mais aujourd'hui ils viennent de franchir une nouvelle étape en interdisant sur leur territoire l'escorte des convois humanitaires par des véhicules armés. Or, l'escorte des convois humanitaires, c'est le mandat de la Force-Pronu, la raison d'être des casques bleus en Bosnie. Ce soir, on peut donc penser que l'épreuve de force entre les autorités serbes de Bosnie et l'ONU est loin d'être terminée. Oui, ce soir, un porte-parole de la Force-Pronu à Sarajevo affirme que le commandant des casques bleus pour la Bosnie, le général britannique Michael Rose, est tout près de demander un retrait de la force de protection de l'ONU. Mais à Washington, le ministre français de la Défense, François Léotard, qui a rencontré son homologue américain, a confirmé qu'un éventuel retrait des casques bleus n'était pour l'instant pas à l'ordre du jour. La France et les États-Unis proposent la création d'un corridor humanitaire qui partirait de la côte adriatique pour arriver jusqu'à Sarajevo. Enfin, à l'étranger, c'est demain que s'ouvre à Casablanca le 7e sommet de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, sommet consacré à la lutte contre le terrorisme international et l'intégrisme. Le Maroc, pays organisateur qui tente par tous les moyens d'éviter à l'intérieur de ses frontières la contagion de la guerre civile qui fait rage en Algérie. Le reportage au Maroc de Philippe Rochaud et Jacques Gérard. La leçon d'islam à la grande mosquée de Casablanca. Chaque jour, ses fidèles reçoivent l'enseignement d'un docteur de la foi. Ce sont des fonctionnaires ou de simples ouvriers, des gens qui ont voulu approfondir leur connaissance de la religion. On leur parle de la vie de Mahomet, de ses conseils. Ces cours, organisés par le ministère des Affaires islamiques, connaissent un succès certain au Maroc. Ils permettent également de canaliser l'islamisme qui frappe lui aussi à la porte du pays et reste ici un sujet tabou. Cette idée, moi, ça me fleure même pas, moi, je sais pas au courant de ça. C'est pour donner des gages à l'islam que le roi Hassan II a fait construire cette mosquée de Casablanca, le minaret le plus haut du monde musulman. 3 milliards de francs payés par une souscription nationale. 150 000 fidèles peuvent y prier. Elle a permis de mobiliser le pays autour d'une cause islamique. Le roi Hassan II, qui a le titre de commandeur des croyants, peut ainsi se présenter comme bâtisseur de la cause musulmane et faire barrage à l'intégrisme. Le problème qui se pose, est-ce que doit-on reconnaître un parti islamiste? C'est ça la grande question. Pour l'opposition et pour les partis politiques, ils refusent, comme le pouvoir, ils sont d'accord. On ne peut pas avoir un parti islamiste parce que cela voudrait dire que les autres ne le sont pas. Les islamistes n'ont pas pignon sur rue au Maroc, mais dans ces quartiers populaires, ils ont gagné la sympathie d'une frange non négligeable de la société. Ils se nourrissent du ressentiment à l'égard de l'Occident,
font pression sur la femme pour imposer le port du voile ou tissent des réseaux de solidarité. Leur évolution reste aujourd'hui étroitement liée à la stabilité du pouvoir monarchique. Jusque-là, les pays islamiques avaient choisi de se voiler la face et de ne pas parler de l'intégrisme pendant ces conférences. Mais cette fois, ils ont dû inscrire à leur ordre du jour la question « Comment restaurer l'image de l'islam ?» Depuis 10 ans, chez nous, en France, une association a fait de l'intégration l'un de ses principaux chevaux de bataille. SOS Racisme souffle aujourd'hui ses 10 bougies. L'aventure des potes vue à travers celui qui fut longtemps le premier d'entre eux, Harlem Désir, qu'Éric Lemasson a rencontré. À SOS Racisme, il y eut un avant et un après. Avant et après le départ d'Harlem Désir de cette association devenue aujourd'hui une institution, ou presque. Les débuts, Harlem Désir s'en souvient, une bande de copains très imprégnés de culture politique, des discussions dans les salles enfumées des facs, un soutien discret du PS. C'était en décembre 84, Harlem Désir et ses potes lançaient un SOS. On avait un certain nombre de convictions tout à fait arrêtées. D'abord l'idée que face à la montée du racisme et du Front National, la jeunesse devait réagir, qu'elle devait entraîner un mouvement d'opinion, qu'elle seule pouvait susciter un choc dans la société en disant que l'avenir de notre pays, la France, ça ne pouvait pas être un avenir de haine, de déchirure, etc. Mais alors pour le reste, on voulait un badge par exemple. Et c'est ce badge-là qui fera le succès des SOS. Une main, un slogan, un blason qui fleurira au printemps 85 sur toutes les poitrines. Touche pas à mon pote, 1 500 000 badges vendus. La France découvre que la crise a enfanté d'une génération morale. Et déjà, quand Harlem Désir et ses potes s'interposent en faveur d'une victime d'actes racistes, les caméras se déplacent, elles ne le quitteront plus. Désir a séduit les médias. Nous allons continuer à suivre l'affaire. Je crois que ce qui était important, c'était de faire la démonstration que l'agression n'était pas un fait divers. On s'est démené pendant des semaines, des mois, pour monter des comités, lycée par lycée, pour trouver des parrainages parmi les personnalités les plus populaires du pays, pour faire en sorte que quand un grand artiste, un écrivain, un chanteur passait à la télévision, il porte la petite main. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu que quelques mois après, quand on ferait un concert à la Concorde, il y aurait 300 000 personnes. Et bien après la fête, SOS Racisme continue. Pourtant, le succès des SOS ne devra rien au hasard. Première recette, l'antiracisme doit être joyeux. C'est donc la musique qui véhiculera le message. Ensuite, la caution des stars, intellectuels et artistes conduira les potes vers les sommets de la médiatisation. Harlem Désir dans le fauteuil des hommes politiques. Ces années 87-88 marquent le tournant d'un mouvement que les jeunes voulaient apolitique. Après le succès des manifs étudiantes, l'association serait-elle devenue une machine électorale pour la réélection de François Mitterrand? La base est déçue, c'est la rupture. Il y a eu une grande déception chez les jeunes, chez les militants antiracistes, et d'une certaine façon, on s'est tourné vers nous, on nous a dit mais vous les avez soutenus, vous les avez aidés à aller au pouvoir, et puis regardez, ils ne font pas ce qu'on pouvait attendre, ce à quoi ils s'étaient engagés. La leçon a été retenue, disent aujourd'hui les héritiers. Fodé Silla, le successeur, affirme que son combat antiraciste se maintiendra désormais à distance du champ politique. Harlem Désir, lui, a choisi une autre voie. Il a adhéré récemment au Parti socialiste. Les sports maintenant et le football. C'est demain Azerbaïdjan-France. L'équipe de France qui doit impérativement gagner pour espérer se qualifier pour les prochains championnats d'Europe des Nations. Aimé Jacquet a reconstitué un duo d'attaque qui en son temps avait fait des merveilles. Cantona-Papin, Papin-Cantona, suivi par Dominique Merlin et Yann Lavoie. Heureux comme un papin en bleu. Heureux, JPP, de se retrouver à nouveau à Clairefontaine avec l'équipe de France. Heureux surtout de retrouver son copain Cantona, car entre deux, il n'y a pas d'embrouille. On se retrouve à l'hôtel hier déjà et on a fait une petite bouffe ensemble et tout s'est bien passé, il n'y a aucun problème. Cantona avait pourtant tenu des propos acerbes vis-à-vis des anciens. On pensait qu'il visait Papin, qui a 30 ans passé. On s'était trompé. Papin n'est pas un vieux. 30, c'est 3, tu vois, c'est un peu comme quand tu vends les machines, 29 francs, 99, quoi, tu vois, ça fait pas tout à fait 30 francs, quoi, tu vois. Alors les gens, oh, putain, 29, j'achète, mais si c'est 30 francs, ils n'achètent pas, tu vois. Donc s'il avait 29 ans et 11 mois, on dirait qu'il est jeune, et il a 30 ans, alors on dit qu'il est vieux, tu vois. Alors, Aimé Jacquet a toutes les raisons de vouloir reconstituer le tandem Papin-Cantona. À eux deux, ils ont terrorisé bien des défenses. Toutes les équipes européennes nous ont envié ce duo explosif. Il a marqué 29 buts pour l'équipe de France. J'en ai marqué 20, on en a marqué 49 à tous les deux. Je ne vois pas un duo d'attaquants au monde qui marque autant de buts. Donc si on est associés devant, ça peut être une bonne chose. Ouais.
Avec Eric, on a toujours été bon sur le terrain. Je pense quand il n'était pas là, moi je marquais des buts. Quand moi j'étais pas là, lui marquait des buts. Quand on était ensemble, on marquait des buts. Je crois qu'on peut pas demander mieux à un tandem. Face à l'Azerbaïdjan, si Cantona retrouve son coup de rein et son envie de gagner, si Papin retrouve sa force de frappe, tous les deux feront taire leurs détracteurs. Pour terminer ce journal et pour vous mettre en appétit, hommage ce soir sur France 2 au petit bijou littéraire de Pierre Drieux-La Rochelle, écrit en 1931, Le Feu Follet, revisité par Gérard Vergès avec dans le rôle d'Alain Leroy, déjà interprété il y a une trentaine d'années par Maurice Ronet. Dans le rôle d'Alain Leroy, donc ce soir, Laurent Mallet, présentation Thierry. Patrick, c'est bien que vous allez quitter l'Institut, Alain, réintégrer la vie. Pour moi, vous êtes définitivement guéri. Naturellement, il faut d'abord que tu guérisses. Guérir de quoi? De la drogue. Je comprends plus rien. Nous nous marierons dès que tu iras mieux. Une fois désintoxiqué, Alain Rebourg comprend que son problème, ce n'est pas la drogue, mais la vie. La vie qui glisse sur lui comme de l'eau sur du marbre. Entre le personnage joué par Laurent Mallet et la société, il y a toujours une vitre qu'il ne parviendra jamais à casser. Et puis il y a le regard des autres. D'abord sa femme, Christine Boisson. Crois-moi, je te dis que je ne me droguerai plus. Mais tu veux vraiment pas comprendre. Les téléphones à l'Institut, le docteur Bardinet te le dira lui-même. Tu m'as déjà fait le coup 3 fois. Le Feu Follet, l'histoire du désespoir d'un homme spectateur, incapable de devenir acteur. Je crois qu'il raconte l'histoire de n'importe quel exclu. Lui est un exclu qui a le temps de se poser la question de son exclusion, le temps de ses dernières 24 heures. C'est ce que raconte le film. L'histoire d'un homme sur 24 heures et le panorama de ses relations de proximité. Texte écrit en 1931 par Drieux-La Rochelle, bien avant qu'il ne soit sali par ses positions sur la collaboration, et juste après le suicide de son ami, le poète Jacques Rigaud. Vous êtes dans le bruit. Le bruit du monde. Mon Dieu, il a du génie, hein. Le Feu Follet de Gérard Vergès n'est pas le remake du film de Louis Malle de 63, mais une réadaptation du texte de Drieux-La Rochelle. Derrière le bruit, j'entends le silence. Un téléfilm qui va à l'essentiel. Le mal de vivre et l'exclusion. To be or not to be, Drieux-La Rochelle ou Shakespeare. Toujours la même question. Voilà, le Feu Follet à 20h50, juste après la météo de Sophie Davant. Le dernier journal vous sera présenté aux environs de minuit par Catherine Sellac. Demain matin, Télématin, dans les 4 vérités à 7h50. Gérard Leclerc recevra Jean-Louis Debré, secrétaire général adjoint du RPR. Et je vous retrouverai pour ma part à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.